Guyane Première présente. Point d'interrogation. Une émission de la rédaction de Guyane Première. Qui en sera responsable? Qui en sera responsable? Qui va payer la facture? Avoir attendu si Mais longtemps. pourquoi faire? Point d'interrogation. Madame, Monsieur, bonsoir. Sans les autistes, la société ne serait pas la même. Phrase entendue ce matin sur notre antenne dans notre rubrique Invité Café. Les mots étaient de Thierry Sébéloué, président de l'ADAPI, l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés. Qui sont ces personnes que nous connaissons peu? De quel mal souffrent véritablement les autistes? Sont-ils toujours bien diagnostiqués? Et comment les prendre en charge, en particulier chez nous, en Guyane? Et pour en revenir à cette fameuse phrase, qu'apporte-t-il à notre société? Ces questions, point d'interrogation, les pose quelques jours avant le colloque organisé la semaine prochaine. Et pour répondre à nos questions, nous recevons Madame Sandra Ambroise, maman d'un enfant autiste. Bonsoir Madame Ambroise. Bonsoir. Vous êtes maman d'un enfant de 14 ans donc, Tout à et qui fait. est autiste. Avec nous également Laure Tarsi, psychologue. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue à l'IME CESAD, autisme de l'ADAPI. C'est une structure spécialisée. Exactement, ce sont deux services Très bien. spécialisés. Et puis nous accueillons également avec beaucoup de plaisir la vice-présidente de l'ADAPI, Madame Georges Abramiri. Bonsoir Madame Abramiri. Et bienvenue à toutes les trois, que des femmes ce soir, mais c'est très bien. Et je suis certaine également, auditeurs, que vous aussi vous avez des questions à nous poser ou peut-être des témoignages que vous voudriez partager avec nous. Alors n'hésitez pas, 05 94 31 9000, c'est le numéro de téléphone à composer. Point d'interrogation. Voilà, bienvenue donc à tous dans cette émission. L'autisme, priorité de santé publique au niveau national. Madame Abramiri, c'est une volonté de vouloir mettre l'autisme en avant. Un colloque est organisé la semaine prochaine également en Guyane en ce sens. Quel est l'enjeu véritablement? Alors, je crois qu'il faut rappeler la loi, les lois principales de 2002 et de 2005 qui demandent, qui veulent que toute personne handicapée soit une personne et que l'ensemble des droits soient reconnus, et non seulement reconnus, mais encore mis en œuvre pour ces personnes, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes. D'un côté, il y a tous les problèmes d'accueil, tous les problèmes de scolarisation, tous les problèmes de soins, tous les problèmes de prise en compte de ce que l'on appelle les besoins, tous les problèmes de vie sociale, parce que dans la mesure où c'est une personne humaine, elle a droit au loisir, elle a droit à la formation, elle a droit à l'emploi, elle a droit au logement, elle a droit. Or, on a constaté, et ceci grâce aux parents et grâce aux associations, que les personnes concernées par le handicap de l'autisme étaient pratiquement ignorées de la société française. Il y avait un rejet, d'abord parce que la France ne s'est pas tellement préoccupée. Je crois que ce sont les derniers à arriver dans les préoccupations de chacun, et des associations et du gouvernement. Et donc les parents, comme chaque fois qu'il s'agit de handicap, les parents se sont mobilisés, ont fait des actions mais terribles et ont obligé le gouvernement à déclarer que l'autisme devenait un enjeu social, une priorité absolue pour le gouvernement. D'où 3 plans dont on parlera tout à l'heure. D'accord. Alors justement, un colloque est organisé la semaine prochaine chez nous. Par l'ADAPI. Oui, par l'ADAPI, ce n'est pas son premier colloque. Nous en avons déjà fait un il y a peut-être une dizaine d'années. Et à ce moment-là, la France était totalement, on va dire que les préoccupations de la France pour l'autisme étaient des balbutiements. Et donc nous avions fait venir de l'Hexagone, mais aussi du Canada, parce que, fait bizarre, les vrais techniciens qui se sont vraiment penchés sur le problème de l'autisme se trouvent dans le continent américain. Ce sont les États-Unis, c'est le Canada. La France, à la limite, moi qui suis une ancienne inspectrice de l'enfance inadaptée, on ne nous parlait pas d'autisme. Donc il y avait la totale non-connaissance de ce handicap. Ne pas oublier que ça a été déclaré handicap en 1996, je crois. Ouais. Ça a été déclaré en 1996 handicap. Deuxièmement, personne ne savait exactement ce que c'était.
Troisièmement, personne ne savait comment prendre en charge les jeunes, les enfants, et prendre en charge les adultes. Quatrièmement, le problème des soins. Et donc, les parents, moi qui travaille avec le national, il faut voir le désespoir de certains parents. Je pense que madame en parlera bien mieux que moi. Les parents qui étaient face à un mur, l'école n'en voulant pas, l'éducation nationale n'en voulant pas, les structures associatives n'en voulant pas, personne ne comprenait, personne ne savait ce qu'il fallait faire. Totale méconnaissance. Donc, vous allez voir que dans les plans, le premier objectif, c'est connaître et comprendre. Connaître et comprendre. C'est pas par hasard. Alors, Sandra Ambroise, vous êtes maman donc de Tani, 14 ans, qui est autiste. À quel moment vous êtes-vous rendu compte qu'il était autiste? Est-ce que vous avez compris tout de suite ce dont il s'agissait? Alors, pour ma part, mon fils a eu un diagnostic très tard, ce qui est vraiment dommage. Très tard, c'est-à-dire? Disons qu'il l'a eu, il avait 10 ans. Ah oui. Alors que, bon, bien entendu, plus l'enfant est diagnostiqué tôt, mieux après la prise en charge et l'encadrement fait que la poursuite se passe mieux. Alors, qu'est-ce qui n'allait pas? Disons que mon fils, bon, c'est un enfant, je vais dire, comme tous les autres, mais c'est vrai que très tôt, l'année qui a suivi sa naissance, tout de suite, on s'est rendu compte que c'était un enfant qui, par exemple, ne faisait pas ses nuits, qui était très émotif, qui pleurait beaucoup. Mais on s'était dit qu'avec le temps que ça allait s'arranger, et puis ça s'est pas arrangé. Alors c'est vrai qu'il a fait sa rentrée scolaire comme tous les enfants à 3 ans. Donc c'était un enfant qui a été propre, qui parlait, qui avait tout, le profil de n'importe quel enfant de son âge. Et donc qui a été scolarisé. Et puis après, son parcours, peut-être que la psychologue qui est à côté de moi, qui le suit, qui connaît son dossier, pourra mieux en parler. Et après, il y a une chute parce qu'après, il ne pouvait plus suivre le parcours d'un enfant d'un profil typique, si vous voulez. Il n'arrivait plus à suivre à l'école? Non, il n'arrivait plus à suivre à l'école parce que les autistes sont des gens qui ont de grosses difficultés avec les relations en général. Donc, il se coupait du monde et les choses on a dû le déscolariser. Et puis, on s'est retrouvé dans une espèce de tournure infernale où on savait vraiment dans le désarroi complet. Et tout cela sans savoir? Sans savoir ce que c'était. Bien sûr, on a consulté à l'époque et voilà, ce que les docteurs eux-mêmes ne se prononçaient pas. Et il a fallu, c'est vraiment après beaucoup d'examens, beaucoup de consultations qu'on a fini par nous dire oui, il est autiste. D'accord. Madame Tarsi, vous êtes psychologue, vous connaissez bien Tani, vous suivez également d'autres enfants autistes. Quelle est la caractéristique de l'autisme? Qu'est-ce que c'est que l'autisme, tout simplement? L'autisme est considéré comme un désordre neurologique aujourd'hui. Il se manifeste, en général, on le caractérise par des troubles sur la triade autistique. Donc souvent, on va parler de troubles au niveau de l'imagination, des troubles de la communication. Ce sont des enfants qui pourraient être outillés pour parler tout à fait normalement, mais qui ne vont pas forcément comprendre la fonction du langage. Par exemple, dans un langage, quand on parle, il y a des expressions, vous haussez les sourcils, vous changez d'intonation. Ces enfants, souvent, vont pouvoir parler, mais pas forcément comprendre tous les tenants et les aboutissants du langage. Dernière caractéristique, un trouble de l'imagination qu'on repère très très tôt chez les enfants parce que ce sont des enfants qui ne vont peut-être pas explorer les objets de la même manière qu'un autre enfant. Ils vont les utiliser de manière détournée de leur fonction. Et donc voilà, globalement, les 3 symptômes. Il faut savoir quand même que l'autisme n'est pas une pathologie qui se présente de manière, on va dire, toujours identique. Il y a souvent des troubles associés. La principale difficulté associée, ce sera la déficience intellectuelle, qui, elle, va venir majorer les difficultés de l'enfant. Il va y avoir des maladies concomitantes comme l'épilepsie. Il va y avoir pour d'autres enfants une absence de langage. Voilà. Enfin, la façon dont elle se présente, l'autisme se présente est assez variée, d'où la difficulté diagnostiquée. Alors justement, comment vous pouvez expliquer que le fils de Madame Ambroise, il a fallu attendre 10 ans pour qu'on puisse dire, voilà, c'est la situation de autiste. Tous les enfants. Alors en fait, depuis peu, on diagnostique à partir de l'âge de 6 mois. C'est très récent. Il y a on va dire un dispositif expérimental qui existe
à l'hôpital Robert Debré, ça n'est pas généralisé partout. Alors, c'est ce que j'ai envie de vous poser comme question. On peut diagnostiquer à l'âge de 6 mois, en Guyane aussi. Pré-diagnostiquer à l'âge de 6 mois. En fait, on va donc, entre 6 mois et 2 ans, on va faire quelque chose qu'on va appeler le pré-diagnostic, c'est-à-dire qu'on va classer les troubles de l'enfant dans un trouble du développement. Oui. Et on confirmera à 2 ans le diagnostic. Il faut savoir que l'histoire de la France avec l'autisme est quand même assez, on va dire, a été précipitée récemment dans une nouvelle forme, parce que jusque-là, on considérait quand même l'autisme comme une maladie mentale. Et du coup, les enfants étaient accompagnés non pas dans des dispositifs, on va dire, de droit commun, école, etc. Ils étaient surtout accompagnés en hôpital psychiatrique. C'est pour ça, d'ailleurs, que ces enfants, ne bénéficiaient pas forcément de diagnostic précis. Alors, Madame Ambroise, oui, allez-y, je vous en prie. C'est le cas justement de mon fils. Voilà. Ouais. Donc, c'est-à-dire que, effectivement, quand nous on voyait bien qu'il n'allait pas bien, donc on a consulté donc une psychologue. On était orienté vers le CMP et la prise en charge qui a été prise pour lui, c'était une prise en charge de psychose. Or, la psychose infantile n'existe pas et n'est pas reconnue. Or, sauf en France, il y a encore quelques années. D'accord. Alors, le jour où on vous a dit, Tani est autiste. Comment vous avez accueilli ça et est-ce que vous avez compris ce que ça voulait dire? Mais disons, avant même, pour ma part, avant même que les médecins nous l'annoncent, nous, on l'avait compris. D'accord. Donc, nous, ça a été une démarche un petit peu inverse, où à la limite, il a fallu convaincre les médecins qu'il était autiste et non qu'il était dans une psychose. Donc, c'est assez compliqué. Mais bon, peut-être que moi, j'ai un parcours un peu particulier. Bon, c'est pas le cas de toutes les familles qui ont un enfant autiste, hein. Il y a beaucoup d'enfants qui, effectivement, actuellement, dès 2-3 ans, l'enfant a un diagnostic d'autiste et puis tout de suite, il a une prise en charge. Bon, ça n'a pas été le cas, malheureusement, de mon fils. Madame Abroméris, Sandra Ambroise, cas exceptionnel? Non, pas du tout. Pas du tout. Je me tourne vers la psychologue. Pas du tout. Pratiquement, les parents se plaignent et continuent de se plaindre de leur solitude. Il n'y a pas de réponse. Ce n'est que depuis qu'il y a les plans autisme que l'on a donné, on a en quelque sorte décrété qu'il fallait que le diagnostic soit précoce. Quand elle dit qu'à l'âge de 12 ans, c'est plus un diagnostic précoce. Ce qui veut dire que beaucoup de choses qui auraient pu être faites ne l'ont pas été. L'une des difficultés, je pense que Mme Tarsi en parlera mieux que moi, c'est que un enfant autiste ne ressemble pas à un autre enfant autiste forcément. Exactement. Ce qui crée la difficulté. C'est pas comme telle maladie où on peut vous décliner les symptômes. Non. Chaque enfant a ses caractéristiques. Et cela implique que ce soit les parents, que ce soit les médecins, donc les professionnels de santé, que ce soit les enseignants, ceux qui accompagnent, ceux qui forment, ceux qui éduquent, doivent avoir un niveau d'information assez extraordinaire. Ce qui justifie que le gouvernement, les deux gouvernements, aient pu rentrer dans ces histoires de plans, on en est au 3e, les histoires de plans qui obligent les professionnels, les associations, le gouvernement, parce qu'ils mettent de l'argent, à travailler autrement, à se former, à s'informer. Donc, Madame Ambroise n'est pas du tout un cas... alors, essayez d'imaginer... Alors, on parle de prégnance, qui est importante quand même. C'est un enfant, on sait que le nombre augmente dans le monde. On ne sait pas trop pourquoi. Un sur combien, vous alliez me dire? Un sur 150. 150. D'abord, on ne peut pas dire réellement que le nombre augmente. En fait, les nomenclatures, la lecture, les études permettent de diagnostiquer de manière plus fine l'autisme. Et il y a des enfants qui, à l'époque, n'étaient pas considérés comme autistes et qui aujourd'hui sont diagnostiqués, ce qui mathématiquement augmente le nombre de cas. Ça veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plus d'autistes qu'on ne pensait. Exactement. On prend le cas de la Guyane, où il y a une structure, avec très peu de place. Or, je suis sûre que la Guyane est quand même bien au-delà du nombre de places. Combien d'autistes en Guyane? Pardon? Combien d'autistes en Guyane? On n'en sait rien. D'ailleurs, il faut venir au colloque, parce que justement, on va essayer... Pas de chiffres. L'objectif, c'est aussi d'obliger les politiques publiques à
prendre en compte en matière de santé, en matière de formation, de prévention et de mise en place de places et de structures, à prendre en charge cette catégorie de personnes handicapées, pas seulement les enfants, hein, parce que il devient adulte aussi. Il y a des adultes. Alors, il y a des adultes. Et donc là, la Guyane probablement est dans le flou le plus artistique. On en parlera probablement la semaine prochaine. Alors, à ce stade, je voudrais préciser à nos auditeurs que nous avions invité un médecin avec nous à cette émission et qui n'a pas pu se rendre disponible. Par ailleurs, je vous rappelle, auditeurs, que le 31-9000 est toujours à votre disposition. C'est Phil La Bonté qui décroche. On va parler un petit peu de la prise en charge. Donc, une structure, on ne sait pas combien d'enfants autistes en Guyane, mais combien d'enfants pris en charge dans la structure au sein de laquelle vous travaillez, Madame Tarsi? Donc l'IME, pour lequel je travaille, il y a une capacité d'accueil de l'IME Les Clapotis, où il y a une capacité d'accueil de 20 places. Un nouveau service a ouvert ses portes il y a très peu de temps. C'est un service d'éducation spéciale à domicile qui, lui, a une capacité d'accueil de 16 places. Qui se remplit progressivement. C'est vraiment pas énorme, parce que plus ça ira, plus on va trouver les autistes de l'île de Cayenne. Oui. Mais il faut penser à l'ouest. Il faut penser à l'est. Il faut penser à Kourou. Il faut penser, parce qu'il n'y a pas de, comment dire, nous sommes tous à la même enseigne. Et dans la mesure où le gouvernement a reconnu que c'est un droit des parents de bénéficier de tout ce qui peut être fait et qui doit être fait, la Guyane a probablement, pas seulement la Guyane, hein, c'est la France entière, on parle de milliers de places à créer dans le cadre du 3e plan, qui doit aller jusqu'en 2017. Sandra Ambroise, votre fils, il est pris en charge de quelle manière aujourd'hui? Actuellement, il a une place donc, à l'IME Les Clapotis, donc maintenant depuis 1 an, il entame sa 2e année. Donc, disons que les horaires sont de 8h30 à 14h. Donc, il y va toute l'année comme un enfant qui va à l'école, si vous voulez. Avec des coupures pendant l'année. Et quel enseignement il y reçoit? Puisqu'il faut aussi les scolariser et les éduquer. Oui, tout à fait. Donc, l'IME, comme son nom l'indique, c'est un institut médico-éducatif. Donc, effectivement, il y a une prise en charge éducative, donc avec une enseignante spécialisée qui les prend avec une prise en charge individuelle ou par petits groupes. Et puis, plein d'autres avec des éducatrices spécialisées aussi, qui travaillent avec des petits groupes aussi, toujours. Et puis, oui, ils sont vraiment bien encadrés là-dessus. Je profite d'ailleurs pour faire toutes mes félicitations à l'équipe de l'IME. Très bien. On voit donc qu'il y a un problème quand même de diagnostic difficile, de repérage. Aujourd'hui, est-ce que, parce que j'imagine que tous les enfants n'ont pas vocation à se retrouver dans une structure spécialisée forcément, est-ce qu'on incite l'éducation nationale à les accueillir ou pas du tout? En fait, c'est ce à quoi répond le 2e service qui a été créé par l'ADAPI, le service spécialisé de soins à domicile. On intervient auprès d'un public d'enfants scolarisés, donc qui ont une scolarité normale, en général à temps plein, mais qui demandent une adaptation des outils, des supports d'apprentissage et de la compréhension de leur environnement. Donc voilà. Et quelles sont les aides des parents à ce niveau-là? Parce que j'imagine aussi que tout cela peut avoir un coût. Est-ce que c'est très élevé? Oui. C'est très élevé. On comprend que les parents aient fini par se mobiliser, par rencontrer les parlementaires et par obliger les parlementaires à les entendre, à les comprendre et à agir. Parce qu'effectivement, dans la mesure où le diagnostic est tardif, donc il y a ou des consolidations, ou des aggravations, ou des apparitions de choses qui n'existent pas, tout est possible, hein, je suppose, hein, puisque au départ il allait pas mal, et puis après, ça s'est carrément dégradé. Sans prise en charge, il n'y a pas de réponse. Tout à fait, oui. Il n'y a pas de réponse à cette spécificité. Donc, les parents ont été obligés de constater le coût parce qu'ils étaient tout seuls. Ils étaient tout seuls. Et l'État mobilise en ce moment des millions pour pouvoir... je peux vous dire que pour le premier plan, l'État a mobilisé 121 millions. Pour le 2e plan, 187 millions, c'est-à-dire bien plus. Et pour le 3e plan dans lequel nous sommes, s'il va de 2013 à 2017, 205 millions. Et on ne parle pas des prix de formation, des parents, des adultes, des intervenants. On ne parle pas du prix des places.
on ne parle pas du coût du diagnostic et on ne parle surtout pas du coût de la recherche. Parce que ça aussi, dans la mesure où on découvre un monde, on encourage, pas seulement on encourage, c'est presque une obligation, la recherche dans le domaine de l'autisme. Donc les parents devraient être, Madame Ambroise peut-être mieux en parler que moi, les parents et puis les associations qui jouent un rôle quand même les assez extraordinaire. Sans les associations, il faut vraiment, d'ailleurs, je le redis encore, c'est vraiment mon cheval de bataille, il faut vraiment le soutien des associations pour les familles. Sans les associations, les familles sont dans une espèce de désarroi, une souffrance qui n'est pas permise. Et quand on a un enfant, alors c'est vrai qu'on parle d'autisme, mais quand on a un enfant handicapé dans une famille, oui, ça entraîne beaucoup de choses. Ça veut dire que s'il n'y a pas de prise en charge par un centre, ça veut dire que ça oblige un des parents à se mobiliser pour l'enfant, à ne pas travailler. Ça entraîne plein de choses au sein de la famille. Souvent, il y a des frères et sœurs. C'est vraiment très compliqué à gérer. Justement, vous avez d'autres enfants. Comment est-ce que ça se passe au sein de la cellule familiale entre Tani et les autres? Disons que ça demande vraiment beaucoup d'organisation. Il a des plus jeunes frères, qui sont en bonne santé, eux. Et c'est vrai que ça entraîne beaucoup de choses. Parce que de simples petites choses que n'importe quelle famille fait, nous pour le faire, il faut tout le temps s'y prendre à l'avance, tout le temps le préparer. Une simple sortie, par exemple, là on est en plein, c'est le mois d'octobre, c'est par exemple la fête de Cayenne. Oui. Ses frères et sœurs vont dire il y a quelque chose sur la place des Palmistes, on veut y aller, tout de suite, c'est quelque chose, parce que souvent les autistes par exemple, ils aiment pas du tout la foule, ils aiment pas du tout le bruit. Et alors, ils aiment surtout la régularité, c'est-à-dire les rythmes qui sont toujours les mêmes et que les choses soient prévues. Donc, dans le cas d'une sortie identique, il aurait fallu le prévenir plusieurs jours à l'avant, lui avoir expliqué où se trouve la place des Palmistes, ce qu'on va y faire, le bruit qu'il va entendre, et en général expliquer comment se comporter aussi là-bas. Voilà. Donc, ça crée beaucoup de frustration au sein de la famille. Alors, ça veut dire que souvent, on est obligé de priver ses frères qui sont plus jeunes. Parce que lui ne peut pas y aller. Pour le protéger, lui. Oui. Donc, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Alors, quand j'entends cela, j'entends la difficulté de la famille. On a parlé de la prise en charge difficile déjà des enfants. Est-ce qu'il y a une prise en charge de la famille, des parents qui sont aussi en souffrance? Je m'adresse là à la psychologue. On voit bien que c'est difficile à gérer au sein d'une famille. Oui, mais en fait, quels que soient les dispositifs IME ou CESAD, quand on accueille un enfant, on accueille un enfant. Donc, il est inscrit dans une famille avec des liens, il a une histoire, donc on en tient compte. Même s'il faut dire que notre orientation de travail est assez éducative et comportementaliste. Donc, effectivement, on tient compte de la souffrance de la famille, avec une écoute particulière à chacune des préoccupations. On essaye d'aider les familles à organiser plusieurs actes de la vie. On transmet le maximum de support visuel, de préparation, de façon à ce que les parents puissent préparer qui un examen médical, qui une visite chez le dentiste, une sortie au cinéma, tous les actes qui font le quotidien d'une famille, dans la mesure où la famille nous en fait la demande ou nous expose à minima une difficulté. Ces enfants-là, il est adolescent, Tani, aujourd'hui. D'ailleurs, il est adolescent. Quel type d'adolescence peut-il avoir? Il voit son corps qui change, sa voix a changé, il évolue, il grandit. Comment est-ce qu'il s'adapte à ça? Effectivement, il a maintenant 14 ans, alors maintenant c'est un grand garçon, il me dépasse même maintenant, ça me fait bizarre. Et effectivement, en plus, quand il y a 2 ans de ça, quand vraiment il a poussé d'un coup, effectivement, les choses ont été très compliquées. Parce qu'effectivement, il voyait son corps changer, il ne comprenait pas. Alors, il n'était pas encore à l'IME à cette époque, mais moi, comme j'ai eu cette chance de faire une formation, donc c'est vrai que moi, je l'ai beaucoup accompagné en lui expliquant la transformation de son corps avec des supports. Ah oui. Donc, maintenant, les choses continuent à grandir, donc on verra la suite. Alors, on voit que ça demande un très, très gros engagement de la part des parents. Et aussi une connaissance, quand même, je ne crois pas que l'on puisse... Alors, il y a divers types d'autisme, donc on n'en parlera pas là, mais tous les parents que j'ai rencontrés, parce que l'année dernière, en 2012,
Et même en 2013, il y a eu énormément de choses en France, notamment la fameuse journée Nuit bleue, hein, où la France était bleue, c'est-à-dire le bleu de l'autisme. C'est-à-dire c'était devenu une préoccupation nationale. Préoccupation nationale, il fallait informer de manière que même si ce n'est pas ton enfant et que tu le rencontres, que tu aies les gestes adéquats. Ça veut dire qu'ils font partie de la société. Mais en tant qu'inspectrice, j'ai eu l'occasion d'avoir des parents avec des enfants. Bon, les pauvres, ils étaient à l'hôpital. Ben, les parents sont venus me trouver pour me dire, si vous ne trouvez pas une solution, je le tue et je me tue. Et c'est pas rare. C'est terrible ce que vous dites. Terrible. Monsieur Messager, c'est dommage, il n'est pas là. Je me tue, je le tue. Ce sont des choses que vous entendez aussi, Mme Tarsi. Ce ne sont pas seulement des choses qu'on entend, ce sont des choses qui arrivent. Et ce sont des choses qui arrivent. Enfin, la solitude. En tout cas, pas dans le département, mais notamment... On n'en sait rien. On n'en sait rien peut-être dans le département, mais en tout cas, il y a 2 ans de ça, il y a un père de famille qui avait un enfant autiste et qui l'a tué parce qu'il était à bout. Ah parce bon, qu'effectivement, il était à bout, parce que disons que d'encadrer un autiste à la maison, quand en plus il n'a pas de prise en charge à l'extérieur, ce qui arrive souvent, parce que comme on est en manque de centres, et on ne parle pas que pour la Guyane. Voilà. Il n'y a pas que la Guyane. Je parle pour la France même, parce que le père que je parle, il vivait en France. Son enfant n'avait pas de prise en charge, donc l'enfant était 24 heures sur 24 à la maison, mais il était à bout, il a fini par tuer son fils. Ce sont des choses qui ne devraient pas arriver. C'est vrai que les niveaux d'autisme varient, mais il faut savoir quand même que l'autisme, un des symptômes sont les troubles fonctionnels. En général, les fonctions du corps sont atteintes. Troubles du sommeil, troubles de l'alimentation, troubles donc de l'alimentation, donc de la digestion, troubles de la mastication, troubles, etc. De troubles qui font que la famille est continuellement excédée, obligée de s'adapter aux difficultés que présente l'enfant. Donc on voit bien à quel point la situation peut être douloureuse pour ses parents. Je vous propose de nous rapprocher du standard où nous avons un premier auditeur. Point d'interrogation. Et nous accueillons Sandrine. Bonsoir, bienvenue. Sandrine, est-ce que vous êtes là? Sandrine, 05 94 31 9000. Est-ce qu'on a retrouvé notre auditrice qui voulait intervenir dans l'émission? Eh bien, on va la retrouver, je pense, d'ici quelques instants, je l'espère. Sandrine est partie. N'hésitez pas. On a perdu Sandrine. Sandrine, n'hésitez pas à recomposer le numéro de téléphone. Phil a fait une mauvaise manipulation, apparemment. On parlait donc des parents en difficulté. Non seulement en difficulté, moi je parle de détresse. Hein. Carrément, c'est plus de la difficulté. C'est de la détresse. J'ai un collègue, puisque j'appartiens à une association nationale. Beaucoup sont des parents d'enfants, certains sont des parents d'enfants autistes. Et quand ils parlent de ce qu'ils ont vécu, quand les enfants sont nés, quand les enfants ont commencé à grandir, le bébé qui a pleuré de sa naissance tous les jours, toute la nuit, jusqu'à... Je sais de quoi il parle, oui. Il m'a dit, tu deviens fou. Oui. Tu deviens littéralement fou. Et tu n'as qu'une réponse, c'est faire cesser le bruit. Tu ne sais pas, l'enfant ne peut rien te dire, tu ne sais pas ce qu'il a, et tu ne peux rien faire, et personne ne peut t'aider. Alors, Madame Tarsi, qu'est-ce qui fait que ce bébé-là, il pleure, ça devient un enfant effectivement inadapté, je ne sais pas si c'est le terme. Est-ce que cela signifie que l'autiste est une personne malheureuse? En fait, je pense que ce sont surtout des enfants ou des adultes incompris. Les pleurs incessants d'un enfant, les pleurs d'un enfant en général ont vocation de communication. Très rapidement, un parent sait, il pleure, il a mal au ventre, il pleure, il a faim. On arrive à déterminer, à distinguer les différents types de besoins et les causes du besoin, à déterminer un rythme. On se dit, il était l'heure, hop, c'est qu'il a faim. Dans le cas de l'autisme, les pleurs de l'enfant ne vont pas se fluctuer. On parle de prosodie du langage, l'intonation de l'enfant ne sera pas adaptée. Donc forcément, il faudra tenter de nombreuses choses pour essayer de comprendre le besoin de l'enfant. Il faut savoir qu'il y a une particularité supplémentaire qui est une difficulté au niveau de la sensorialité. Donc en général, les enfants aiment les câlins, ils aiment bien être chatouillés. Les enfants autistes en général n'apprécient pas ça, n'aiment pas être touchés.
Du coup, quand un parent pense, dans le cas d'un enfant qui pleure comme ça, le réconforter, il génère des crises supplémentaires. Et donc, du coup, je ne sais pas si ce sont des enfants malheureux, mais en tout cas, je dirais des enfants incompris. D'où l'importance des émissions comme celle-là qui permettent justement d'appréhender ce type de problème. Alors, on a parlé des enfants, on a parlé des adolescents. Et il y a des adultes. Aussi aujourd'hui, quelle est la prise en charge des autistes adultes en Alors Guyane? ça, on le saura pendant le colloque. De toute la façon, il y a le fameux plan et nous sommes, notre association, l'ADAPI, ainsi que d'autres sont là quand même pour contraindre les responsables, notamment de l'ARS, à rentrer dans des politiques publiques qui correspondent aux besoins et surtout à diagnostiquer. Ça veut dire que quand on saura le nombre, au fur et à mesure, il faut former, il faut créer les places, mais au bout d'un certain temps, il faudra bien mettre en place de véritables politiques publiques qui, à la fois, prévoient le diagnostic précoce, la prise en charge, la formation des parents, la formation des professionnels, les places, etc. Je ne sais pas si vous réalisez la chaîne d'obligations qu'aura l'État, non seulement l'État, mais aussi tout ce qui tourne autour du médico-social. Et donc, pour l'instant, cette espèce de cohérence, nous ne l'avons pas. Même la France ne l'a pas. On ne l'a pas. Donc, il faut attendre 2017, probablement, pour avoir des données fiables et sur lesquelles s'appuyer. Mais nous avons l'obligation d'agir, que ce soit l'association, que ce soit les restes, que ce soit les parents, etc. Il serait criminel, ça c'est moi qui le dis, de continuer à agir à tâtons, comme ça a été votre cas. Et je suppose que quelqu'un qui est dans les fins fonds de la forêt amazonienne et guyanaise doit lui aussi aller à tâtons. Et donc c'est cette aide, et c'est là que le colloque est important, parce que ça va permettre aux parents quand même de voir l'évolution non seulement des comportements, mais de la réflexion. De même, Madame la psychologue parlait des tâtonnements finalement que l'on a pour appréhender, parce que un enfant ne ressemble pas à un autre enfant, un adulte autiste ne ressemble pas à un autre. Je ne sais pas si vous réalisez un petit peu le prix de l'opération, comprendre comment il réagit, à quoi il réagit, qu'est-ce qui lui est nécessaire. Et je préfère que ce soit Madame Tarcy. J'avais surtout envie de parler de ce qui est possible de faire avec des personnes adultes porteuses d'autisme, parce qu'on a quand même, les profils sont très hétérogènes, donc il y a effectivement des adultes qui présentent un autisme. On va parler rapidement de traits autistiques, qui ont un fonctionnement globalement, on va dire, normal, mais qui par ailleurs ont des difficultés qui vont toucher quelques aspects de leur vie. Donc certains parents investissent, certaines associations, sur un accompagnement personnalisé avec un job coach, donc quelqu'un qui peut accompagner un adulte formé, autiste, qui est porteur d'autisme et formé à un métier pour comprendre l'environnement de son métier. Ça veut dire, je vais au travail, je dois dire bonjour à mes collègues. Parce que souvent, ces jeunes-là vont être très spécialisés dans leur domaine de compétences, mais ne vont pas tenir compte de toutes les interactions sociales qui sont possibles. Donc dire bonjour, c'est pas forcément logique. Manger avec ses collègues, c'est pas logique. Savoir se comporter en société, compréhensible. Ce qui ne les empêche pas d'être compétents. Ce qui ne les empêche pas d'être compétents. Moi-même étudiante, j'ai eu un professeur de mathématiques autiste et ça l'a pas empêché d'être prof à l'université. Et toutefois, et comment saviez-vous qu'il était autiste? Parce qu'il nous l'a dit. Puis c'est vrai qu'on le trouvait un peu étrange et on comprenait pas la dame qui venait pour l'installer, la dame qui lui expliquait plus ou moins pourquoi est-ce que les étudiants rigolaient, qui décodaient en fait les situations sociales pour lui. Donc voilà, donc ça c'est possible. Après, quand il y a une déficience intellectuelle importante, l'accompagnement est quand même plus important. Il faut savoir quand même que dans l'autisme enfant, le coût humain c'est un adulte pour accompagner 3 jeunes. Dans les autres formes de handicap, l'accompagnement est quand même moindre. Et donc pour les adultes, le ratio n'est pas tellement plus important. Je crois qu'il s'agit d'un adulte pour un. Presque 1 pour 1. Oui. Presque 1 pour 1. Donc voilà, donc il y a des possibilités d'accompagnement, il y a des possibilités de se former pour
Après, il manque peut-être les moyens dans le département. Oui, on voit quand même que c'est possible. C'est possible. Ah, si. Il y a, d'ailleurs, on dit qu'Einstein a été probablement... Alors, justement, c'est la question que j'allais vous poser. On parle des grands autistes, parce qu'il y en a, mais... On parle souvent d'eux comme des génies aussi, parfois. On les a considérés comme des génies, mais leurs tics sont devenus... nous nous sommes adaptés à leurs tics. Eux ne s'adaptent pas tellement à nous. Il ne faut pas rêver. C'est à nous de nous adapter. À nous, et en plus, ils nous trouvent un peu bizarres. Bon, faut pas croire. C'est de bonne guerre. De bonne guerre. Peut-être le sommes-nous réellement. Mais nous le sommes. Pour eux, embrasser, ils comprendront pas que vous voudriez à tout prix les toucher, leur donner la main, les embrasser. Alors, on a quelqu'un. Non, pas du tout. Non, j'attendais que vous finissiez votre phrase pour pouvoir m'adresser à Madame Ambroise. Voilà. Et donc, chaque cas demande, elle l'a très bien dit, Madame la psychologue, demande une réponse particulière. Il n'y a pas de réponse comme ça, intégrant 25 autistes. Non, chaque cas est un cas. Madame Ambroise, aujourd'hui, avec tout ce que j'entends là, je vois qu'il y a quand même aussi des choses qui existent et qu'il y a quand même de l'espoir. Qu'est-ce que vous espérez, vous, pour la vie d'adulte de votre fils? Est-ce que vous projetez déjà des choses, vous envisagez déjà des choses? En disant que d'envisager les choses longtemps à l'avance, on a compris que ça ne sert à rien, donc on le fait par un coup. Pas à pas. Donc, disant que bien entendu, comme tout parent, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils soient intégrés dans la société et qu'ils puissent, s'épanouir. Donc, qu'ils puissent, s'insérer dans la société. Et ça, effectivement, c'est un champ humain compliqué. Mais il y a beaucoup d'autistes, effectivement, qui travaillent, qui ont cette possibilité de le faire. Alors, pour ne pas affoler quand même les parents, peut-être qui nous écoutent, je voudrais dire aussi que, alors c'est vrai, on a parlé, tout ça, ce sont des choses terribles et difficiles. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses mises en place pour les autistes. Peut-être que Madame Tarsi pourrait mieux en parler que moi, des méthodes, tout ce qu'on appelle l'éducation structurée. Et n'importe quel autiste, qu'il soit petit, que ce soit un enfant, un adolescent ou un adulte, à partir du moment qu'il a été diagnostiqué, quand on met ces choses-là en place, ce sont des personnes, tout de suite, ça peut régler en tout cas beaucoup de choses et ces personnes-là peuvent progresser. D'accord. Très bien. On en arrive tout doucement à la fin de l'émission. On va quand même rappeler le colloque 28-29 octobre. Alors, le colloque 28 et 29 octobre, je ne sais pas si Mademoiselle Tarsi peut définir les objectifs. Ils sont très brefs. Donc, le colloque a pour objectif de parler de la compréhension, du repérage et mieux accompagner l'autisme en Guyane. Voilà. Très bien. Donc, lundi et mardi prochain, 8h30, à l'auditorium de la mairie de Rémière-Montjoly. Et dans la même foulée, je rappelle que nous avons notre opération Brioche. Les gens qui ont travaillé avec Madame Caristan, notre ancienne présidente, doivent savoir que nous continuons cette opération et qu'elle aura lieu samedi, le 26 octobre, sur le parking de Montjoly, du centre commercial de Rémière-Montjoly. Donc venez, opération Brioche, ça nous permet d'avoir un petit peu d'argent quand même, parce que il y a énormément, c'est un matériel très sophistiqué, il faut de l'argent, faut pas rêver. L'État ne peut pas tout nous donner. Et de moins en moins, on va essayer de demander aux parents, d'ailleurs. Ils ont beaucoup à faire. Donc, merci à ceux qui nous ont écoutés. Merci à Nadine Félix de nous avoir réservé ce temps. Mais je pense qu'il faut venir au colloque. On n'a fait qu'effleurer. Et donc, il y a tout ce qui a été découvert en matière d'éducation, techniques éducatives, etc. Donc, on vous attend très nombreux, pas seulement les professionnels et les parents, mais tout le monde doit savoir ce que Merci Madame Méry, merci Madame Abroméry, je vous remercie Madame Tarsi, Madame Ambroise. Merci à toutes les trois d'avoir pris part à cette émission. On rappelle donc le colloque L'autisme, une priorité de santé publique, comprendre et repérer pour mieux accompagner en Guyane. Voilà. C'est lundi et mardi prochain à 8h30 à l'auditorium de Rémière-Montjoly. Merci également à Patrick Thomas qui assurait la mise en onde de cette émission et à Phil Labonté qui essayait de répondre aux standards, mais il y avait une petite panne ce soir quand même. Rediffusion de cette émission à 22h10, toujours en radio et sur notre site internet guyane.lapremière.fr dès demain matin. Demain, justement, point d'interrogation revient pour vous parler de la prise en charge des personnes âgées en structure spécialisée. C'est à 18h20. Ne ratez pas ce rendez-vous. En attendant, très très bonne soirée à tous. Point d'interrogation.